vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Voici les titres de votre édition. Le Premier ministre enchaîne les rencontres dans le cadre du dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante. Hier, Amadou Gon Coulibaly a échangé successivement avec les membres de la société civile et puis avec une importante délégation de l'Union européenne, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Les experts de la Commission de l'Union africaine sont réunis ici à Abidjan depuis hier à l'initiative du ministère du Plan et du Développement. Une réunion pour redynamiser la plateforme de collaboration entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. Les précisions dans une dizaine de minutes. Dans ce journal, nous irons également au Togo où la nouvelle Chambre des députés a entamé ses travaux un peu plus d'un mois après les législatives. Et c'est à une femme que revient la présidence de l'Assemblée togolaise pour les 5 prochaines années. Chantal Yawad Segan devient ainsi la deuxième personnalité du pays. Nous sommes le 25 janvier 2019. Bonjour et bienvenue. Le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, regroupant les partis membres de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, est fixé au 26 janvier, demain samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et en prélude à ce premier congrès ordinaire du RHDP, les travaux ont démarré ce 25 janvier au Palais des Sports de Treichville. Alexis Ouedraogo. 9h ce vendredi. Dernier réglage avant l'arrivée de la direction du RHDP dans cette salle du Palais des Sports qui refuse du monde. Ce vendredi s'ouvre la première phase du congrès constitutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après plusieurs semaines de pré-campagne, le temps des travaux pour faire le lit du parti commence. 10h30, la cérémonie démarre avec la reprise à l'unisson de l'hymne national. Au pupitre, le ministre Amédée Kouakou, au nom du comité d'organisation, salue les quelques 10 000 congressistes statutaires présents pour ce rendez-vous. Le thème de ce premier congrès ordinaire du parti est RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Comme stipulé dans la note d'orientation du congrès, il s'est agi au cours des pré-congrès régionaux de relever les observations et les propositions des militants sur les textes fondateurs du RHDP adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. L'enjeu de ce congrès est de mettre en place les instances du RHDP et investir le territoire national pour proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens, conforme à l'idéologie du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un idéal de paix et de rassemblement pour une victoire éclatante et incontestable de notre parti à toutes les élections en 2020. 4 commissions sont mises sur pied portant sur la politique générale, le processus électoral, la vie, le fonctionnement du parti. Président de la cérémonie, Henriette Dagri Diabaté a dit sa foi en ce jour historique, point de convergence du vivre ensemble. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005, marqué de 2010 à nos jours par la gestion commune et inclusive de l'État par le RHDP. Il a permis à notre pays de connaître des avancées spectaculaires. Cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Le RHDP sera puissant. Il est moderne parce qu'il dépasse les clivages habituels. Il appartient à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce nouveau parti, le RHDP, est fort des valeurs qu'il inspire et désormais qu'il incarne. Nos enfants nous regardent, nos voisins nous regardent, nos devanciers nous regardent. Le comité en charge des travaux sera présidé par Iwi Bernard, avec à ses côtés plusieurs acteurs des différents partis et mouvements membres de l'Union. Et compte tenu de ce congrès, la préfecture de police d'Abidjan a pris des dispositions pour le plan de circulation de plusieurs communes. On écoute le commissaire divisionnaire-major Siaka Dosso. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, répondant à la requête du comité d'organisation du congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, un plan de sécurité a été mis en place par les services de la police nationale.
pour la journée du vendredi 25 janvier 2019. La circulation sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing sera fermée sur le tronçon Gare Bassam, Carrefour, Valéry Giscard d'Estaing, avenue 21. Premièrement, sens Solibra, pont Fort Boigny. Déviation à la gare de Bassam. Les véhicules pourront aller soit à l'avenue 38, c'est-à-dire le boulevard Nana Yamousso, soit boulevard de Marseille. Deuxièmement, sens pont Fort Boigny, Palais des Sports. Déviation avenue 21, Valéry Giscard d'Estaing, pour permettre aux véhicules d'aller soit à l'avenue 21, soit sur le boulevard de Marseille. Pour la journée du samedi 26 janvier 2019, à partir de 7 h, le boulevard Lagunaire sera fermé à partir du tronçon Est-Café de Rome, pont Chadi. Par conséquent, les véhicules venant dans le sens Adjamé pour Trècheville seront déviés à partir de l'Indénier pour emprunter le boulevard Engoulevent, pour passer devant la préfecture de police d'Abidjan, la cathédrale, la police économique et rejoindre le pont Houphouët-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Cocody pour Trècheville seront déviés à partir de l'Est-Café de Rome, passer devant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et rejoindre le boulevard Engoulevent, passer par la police criminelle jusqu'au niveau du pont Houphouët-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Trècheville pour Plateau seront déviés à partir de la direction de l'orientation des examens du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aboutir vers la mosquée du Plateau, pour sortir vers le cercle des rails pour ceux qui vont à Djamé, sortir vers la mairie du Plateau pour ceux qui vont toujours à Djamé, et pour ceux qui vont à Yopougon, peut passer par Karina. Et nous invitons toute la population ivoirienne à se conformer à ces indications pendant ces 2 jours. Je vous remercie. Les propos du préfet de police ont été recueillis par Abou Sanogo et Zakaria Traoré. La réforme de la CEI au cœur des débats et le Premier ministre enchaîne les rencontres dans le cadre du dialogue politique sur le sujet. Hier, Amadou Gon Coulibaly a échangé successivement avec les membres de la société civile, puis avec une importante délégation de l'Union européenne, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Une société civile ivoirienne présente à cette séance de travail engagée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le cadre du dialogue politique portant sur la réforme de la commission électorale indépendante. En demandant au gouvernement d'ouvrir les présentes discussions avec aussi bien les partis politiques que la société civile, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, confirme bien son engagement et sa détermination à faire du dialogue politique un axe essentiel de son action, dont l'objectif ultime est donc d'approfondir la démocratie dans notre pays en vue de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est donc cet état d'esprit qui doit présider à nos travaux et à nos échanges, qui doivent être placés sous le sceau de la responsabilité et de l'ouverture, afin de parvenir à un équilibre acceptable pour tous et qui renforce la démocratie dans notre pays. Une société civile ivoirienne plutôt satisfaite au terme de cette séance de travail. On a réaffirmé notre volonté à participer de façon objective à la réforme de la CEI. Nous allons nous retrouver bien entendu avec les autres structures pour qu'ensemble nous puissions avoir une proposition commune et cette proposition pour l'avancement de la démocratie et la cohésion sociale dans notre pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également échangé avec une importante délégation de l'Union européenne, toujours dans le cadre du dialogue politique, rappelant les acquis importants obtenus grâce aux liens de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il s'est également réjoui des perspectives de cette collaboration. J'ai la ferme conviction qu'une nouvelle ère s'ouvre dans nos relations avec votre illustre institution et que le dialogue que nous relançons ce jour contribuera à fortifier pour encore plus longtemps les liens de mariage qui nous unissent. La question de la réforme de la commission électorale indépendante a été également abordée. On a vu avec grande satisfaction que le gouvernement a lancé le processus de consultation le 21 janvier. Nous, on n'exige aucun format pour la CEI. Et je l'ai dit aujourd'hui aussi, mais on voudrait bien que
finalement, on arrive à un système qui est acceptable et qui inspire la confiance. Et c'est ce que le Premier ministre disait aussi. Et c'est ça le but. Et je crois qu'on partage ces buts qui étaient exprimés par le Premier ministre entièrement. Comment donc rendre plus dynamique cette coopération Union européenne Côte d'Ivoire? Comment unir leurs forces pour garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire en 2020? Les sujets principaux abordés au cours de leurs échanges. La crise post-électorale, c'est derrière nous, mais le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes et parents de victimes. La Cour pénale internationale entend également travailler avec les autorités sur le sujet. Paulina Massida est l'avocate du bureau du Conseil public pour les victimes. Elle était récemment à Abidjan pour faire justement l'état de cette indemnisation entamée depuis quelques années. Reportage. Les ayants droit de personnes décédées et de blessés pendant la crise post-électorale constituent aujourd'hui les victimes à indemniser. Après la décision d'acquittement à l'effet de libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, décision suspendue par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la question d'indemnisation des victimes reste posée. Dans la foulée des réactions qui ont suivi les décisions judiciaires de ce mois de janvier, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le gouvernement a annoncé que toutes les victimes seront indemnisées. Le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Un nouvel engagement du gouvernement qui traduit l'intérêt accordé aux ayants droit des personnes décédées et aux blessés de la crise de décembre 2010 à avril 2011. Aïchata Dosso a perdu son fils aîné. Nazan Kossi est devenue orpheline de père. Elles ont bénéficié chacune de la somme de 1 million de francs CFA pour relancer leurs activités. On m'a donné 1 million. Les gens des banques nous aident aussi, beaucoup de commerçantes. Je suis parti faire mon dossier là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est avec ça que je me débrouille. Un jour, j'ai entendu quand on identifiait les victimes là. Donc, je suis parti là-bas. Effectivement, j'ai été dédommagée aussi. On m'a donné 1 million. Ça, je prends pour payer mes matériels, pour faire les travaux là, un peu, pour pouvoir s'occuper de mes enfants. Ces femmes appartiennent à l'association à Boussoin des victimes de guerre, présidée par Eugène Yoro. J'ai déposé 3 listes de 242 victimes. Notre dossier est pris en compte par le PNCS. Alors je compte sur leur diligence pour que les victimes restantes soient indemnisées. Plusieurs parents de victimes et de blessés ont pu bénéficier d'une assistance, mais l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé relance le débat sur le sort des victimes de la crise post-électorale. Maître Paulina Massida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes, est dépêchée à Abidjan. Sa concertation avec Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porte sur le processus d'indemnisation des victimes. L'avocate revient sur le cas des victimes dans un entretien accordé à la télévision nationale. Je dois dire que j'ai remarqué quand même pas mal d'efforts de la part du gouvernement et j'étais particulièrement intéressée à rencontrer la ministre suite au dernier communiqué de presse du gouvernement après la décision d'acquittement. Je pense qu'il faut soutenir fortement cette démarche du gouvernement que j'espère aboutira à bon fin. L'indemnisation des victimes prise en compte par la CPI est suspendue à la décision de la Chambre d'appel, selon Maître Paulina Massida. Il y a, comme vous le savez, le Fonds au profit des victimes, qui est un fonds indépendant au sein de la Cour pénale internationale, qui est notamment chargé de programmes d'assistance pour les victimes. Ce sont des programmes qui ciblent essentiellement une assistance matérielle, psychologique ou médicale. Et effectivement, le fonds, depuis l'année passée, a annoncé le lancement de certains projets d'assistance ici en Côte d'Ivoire. Les victimes ne doivent pas se sentir exclues du processus en cours à la CPI. La juridiction travaille avec les autorités ivoiriennes depuis quelques années. En 2017, la Côte d'Ivoire a été éligible. Donc, depuis 2017, nous sommes en phase d'élaboration d'un document commun d'assistance aux victimes de la crise post-électorale qui va se traduire par différentes activités. Renforcement des capacités des agents du ministère, mais renforcement des capacités des bénéficiaires. Le fonds CPI va passer
par des associations, des ONG qui doivent répondre à des critères d'éligibilité qui vont mettre les projets en œuvre, qui seront donc des projets d'assistance aux victimes, comme nous avons déjà commencé. Selon les témoignages recueillis, des victimes attendent toujours réparation. Le gouvernement prend toutes les mesures de sa responsabilité engagée dans l'apaisement du climat social. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale est un facteur essentiel. Nous lançons un appel au pardon à toutes les victimes frustrées, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des êtres chers pour rien, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des biens pour rien. Donc, appel au pardon pour certains, appel à l'humilité pour les autres, pour que nous puissions ensemble, main dans la main, transcender nos douleurs, transcender nos humiliations, transcender nos frustrations, pour conduire notre pays vers le développement que nous souhaitons. 3 455 victimes indemnisées à ce jour par le gouvernement. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Ajoutez à cela la prise en charge scolaire des enfants des victimes. Lancé par Alassane Ouattara, le chef de l'État, le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale a débuté en 2015. Voilà, c'est un document signé Gabriel Zani du service politique de la rédaction. Des experts de la Commission de l'Union africaine sont réunis ici à Abidjan depuis hier jeudi. La rencontre est organisée à l'initiative du ministère du Plan et du Développement. Elle a pour objet la redynamisation de la plateforme de collaboration entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. Cet agenda est l'ensemble des actions à mener pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique au cours des 50 prochaines années. Les explications de Jean-Luc Bangbo. Ils sont venus des 4 coins du continent. Ces experts de la Commission de l'Union africaine ont la lourde tâche de poser les fondations pour la mise en œuvre de l'agenda 2063. Vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, représentant une force dynamique sur la scène internationale. L'agenda 2063 est avant tout une planification stratégique sur le terme long. Il couvre une période de 50 ans, 50 années au cours desquelles l'Afrique sera confrontée à l'impérieuse nécessité de se doter de tous les moyens requis pour produire des richesses et les répartir sur une base d'équité. L'agenda 2063, qui a été élaboré à l'issue d'une consultation populaire continentale, capitalise les aspirations profondes des populations africaines. Pour sa mise en œuvre réussie au plan local, le gouvernement a mené plusieurs travaux. La priorisation dont les travaux réalisés ont permis à notre pays de retenir 40 cibles jugées prioritaires pour l'ensemble des parties prenantes sur les 105 proposés. L'accélération qui a permis d'identifier les domaines et les secteurs prioritaires, les synergies et partenariats potentiels et les mesures et réformes transformationnelles pour surmonter les goulots d'étranglement qui pourraient entraver l'atteinte de chaque pilier du développement durable. Rappelons que c'est le chef de l'État ivoirien qui a reçu de ses pairs la mission de suivre la mise en œuvre de l'agenda 2063. Les travaux de ces experts permettront donc de préparer son rapport qui sera remis au chef d'État lors de la 32e session ordinaire de l'Union africaine prévue les 10 et 11 février 2019 à Addis Abeba, en Éthiopie. Pendant ce temps, les experts en armement, eux, remballent leurs affaires. Shield Africa 2019, c'est fini. Le Salon international de la sécurité et de la défense a réuni ici à Abidjan pendant 4 jours des exposants venant d'Afrique et d'Europe à ce salon qui avait pour thème protection et contrôle des frontières. Retour sur le salon Shield Africa 2019 avec Abou Sanogo. Un autobus, lors d'un ramassage à la station de bus, est pris d'assaut par 4 individus, encagoulés armés de fusils AK-47. Ils effectuent des tirs et, sous la menace de leurs armes, contraignent les passagers à embarquer et obligent le conducteur à démarrer pour une destination inconnue. La frappe, la force de recherche et d'assaut de la police, désignée comme force leader,
pour résoudre la crise réussira à neutraliser les terroristes et à libérer les otages. Une démonstration dynamique pour démontrer le savoir-faire de la frappe en matière de lutte contre le terrorisme et la libération d'otages en ce 4e et dernier jour du Salon international de la sécurité intérieure et de la défense Shield Africa 2019 en présence du secrétaire d'État au budget Moussa Sanogo qui a par la suite visité plusieurs stands d'industriels venus pour partager leurs expériences et présenter leur matériel. Ça nous permet d'avoir à disposition une offre large et variée et c'est sans qu'on ait forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour savoir quel type de matériel il faut pour équiper nos forces. Autre visiteur à cette grande exposition africaine pour la sécurité et la défense, Fidel Sarasoro, le secrétaire général du Conseil national de sécurité, une plateforme qui se présente comme le carrefour des technologies de sécurité. Je suis particulièrement impressionné par d'abord le nombre de sociétés qui sont venues en Côte d'Ivoire exposées ici, et deuxièmement par la qualité et le degré de sophistication du matériel qui est exposé ici en Côte d'Ivoire. Shield Africa 2019, un succès selon les exposants. Ces quelques jours passés m'ont permis de bien écouter, de bien découvrir et de bien être en contact avec ces utilisateurs-là de ces équipements spéciaux et de partager avec eux aussi les expériences des autres armées. Nous avons participé dans plusieurs pays, mais la Côte d'Ivoire est surprenante. Rien qu'à la 5e participation, ce que nous avons vu est extraordinaire. C'est un salon qui, pour nous, est une très belle vitrine sur tout ce qui est Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, Afrique subsaharienne particulièrement. Et je dirais que nous avons une très belle qualité des délégations reçues sur le salon. Shield Africa a permis aux responsables africains, publics ou privés, de rencontrer des industriels du monde entier en vue de rechercher des solutions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a été mis sur pied en 2013. Un pays, c'est sa sécurité intérieure et sa défense, mais c'est aussi l'éducation de ses enfants. À Bingerville, le village des Locatés va bientôt abriter un lycée régional, un établissement d'envergure qui sera construit sur une superficie de plus de 15 hectares avec une capacité de 3000 élèves. Sa réalisation va coûter 6 milliards de francs CFA. Un lycée régional bientôt en construction à Eloka, village situé dans la commune de Bingerville. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministre-gouverneur Begrumambé ont posé la première pierre de cet édifice. Un geste fortement salué par les populations. Autant jadis, il y avait tellement de sorciers dans les villages qu'on n'arrive pas à établir des écoles comme ça. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, je pense que tout est bien parti. Et je pense que les Hébreux sont très contents. Construire une telle école, c'est pour nous aider à vraiment avoir des jeunes gens formés spirituellement et aussi, j'allais dire, intellectuellement pour la relève donc, de ce village et aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie de plus de 15 hectares, l'établissement va abriter 11 bâtiments de 66 classes, un internat, une infirmerie, 48 logements pour les enseignants et une piscine. Un investissement de plus pour le district d'Abidjan en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire. L'école que nous allons construire est un grand lycée. L'éducation n'est pas faite pour gagner de l'argent. L'éducation est faite pour permettre à celui qui est éduqué de gagner de l'argent, mais pas à l'État de gagner de l'argent. En faisant ce lycée avec internat, nous allons sauver nos enfants. Il y a des génies parmi eux. Mais il faut les mettre dans les meilleures conditions de travail. Si nous, on n'avait pas eu la chance d'avoir de bonnes conditions de travail, on ne serait pas devenu ce que Dieu a fait, que nous soyons devenus aujourd'hui. Donc, nous devons à notre tour vous aider, à aider nos enfants. La ministre Kandia Kamara a saisi cette opportunité pour réitérer la volonté du chef de l'État de faire de l'éducation une priorité. Au moment où l'immigration clandestine vers l'Europe via l'Afrique du Nord fait des vagues, ici se mettent en place les instruments pour permettre à notre jeunesse de vivre décemment et dignement chez nous, chez eux. Une bonne éducation reste le seul moyen de préserver les jeunes de l'appât des aventures suicidaires. Nous avons le devoir de leur donner des raisons d'espérer et de croire au bonheur. L'éducation en est la voie et le moyen. La construction de l'établissement qui va durer 12 mois
va coûter 6 milliards de francs CFA au district d'Abidjan. Ce lycée de proximité permettra à 3000 élèves des villages environnants d'aller à l'école sans difficulté. Et vivement que ces futurs lycéens deviennent pour certains des ingénieurs ou techniciens dans le domaine des mines, car la Côte d'Ivoire fait face à un cruel déficit de personnel dans ce secteur. Parce que sinon, d'ici 5 ans, l'on n'aura plus que 60 agents de profil minier. Le gouvernement a pris les devants en lançant un fonds de formation minière, lequel fonds va permettre de financer les activités de cadres compétents et surtout d'assurer la formation des étudiants ivoiriens. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire veut se positionner comme un des principaux pôles miniers de l'Afrique de l'Ouest sur les 10 prochaines années. Cette ambition de développement est contrariée par un défi majeur. Ce défi, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En effet, parler du développement du secteur minier, c'est d'abord évoquer ces sociétés minières confrontées depuis trop longtemps à notre goût à un déficit d'ingénieurs et de géologues ivoiriens qualifiés et qui se voient obligés d'importer à grands frais des compétences étrangères pour leurs activités de recherche et d'exploitation minière. Au 1er janvier 2019, l'administration ivoirienne ne compte que 120 agents de profil minier répartis entre 45 ingénieurs, 42 ingénieurs des techniques et 33 techniciens des mines. Moyenne d'âge, 44 ans. D'ici 2023, 56 de ces agents seront appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, soit 47% des effectifs. Conséquence de cette pénurie, le renchérissement des coûts de production avec en toile de fond son impact sur la compétitivité du secteur minier ivoirien. Disposer des ressources humaines en qualité et en quantité devient donc plus que jamais un impératif catégorique pour le développement du secteur minier. D'où l'intérêt d'adopter cette année un plan de recrutement assorti d'un plan de formation d'ingénieurs et de techniciens dans le domaine des mines et de la géologie sur la période 2019-2020. C'est ce qui justifie la mise en place du fonds de formation minière créé par le président Alassane Ouattara. Ce fonds, alimenté par tous les titulaires de permis d'exploitation, sera au bénéfice des agents de l'administration des mines, des ingénieurs miniers et des géologues ivoiriens et bien sûr des étudiants. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a paraphé hier 2 conventions, l'une avec l'Inspection générale des finances et l'autre avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il s'agit pour ces structures de mutualiser leurs forces pour mieux sensibiliser les populations sur l'impact de la corruption dans la société et principalement sur l'économie. Le témoignage de Francis Boifou. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui a pour mission de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics et autres infractions assimilées, ne peut toute seule mener à bien une telle mission. Nous n'avons pas de structure d'audit sophistiquée, donc on peut utiliser les autres moyens dont l'État de Côte d'Ivoire dispose. C'est tout l'intérêt de cette signature de convention entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale des finances au regard de ses missions. À travers les travaux que nous faisons, des travaux d'inspection, d'audit, d'évaluation, pour que l'État d'abord paye la bonne dépense, pour éviter la fraude, pour que les gens payent vraiment leurs impôts. Nous voyons les zones à risque au niveau des finances publiques que nous signalons. Donc, notre travail au quotidien vise à renforcer en quelque sorte la haute autorité. L'institution a également signé un partenariat avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le Trésor est engagé à lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics. Plusieurs dispositifs ont été mis en place. Il s'agit de la mise en place de l'applicatif d'écoute client dénommé Baobab et d'un numéro vert permettant aux usagers de dénoncer les pratiques non conformes aux règles d'éthique et de déontologie. Du renforcement des missions d'inspection par la création des antennes régionales de l'Inspection générale du Trésor. Il s'agit enfin de l'institution de l'audit interne au sein du Trésor public. Par ce dispositif, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a fait le choix de mettre l'accent sur la prévention et sur une présence dissuasive
contre la corruption. Cette mutualisation des forces s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la bonne gouvernance et l'application stricte des sanctions prévues par les juridictions et institutions. Je vous le disais en titre, la Chambre des députés du Togo a entamé ses travaux un peu plus d'un mois après les législatives et c'est à une femme que revient la présidence de l'Assemblée togolaise pour les 5 prochaines années. Chantal Yaouatsegan devient ainsi la 2e personnalité du pays pour diriger une Chambre fortement rénovée, même si aucun député ne représente la coalition de 14 partis politiques qui a boycotté le scrutin. Je rappelle ici en Côte d'Ivoire, le congrès constitutif du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix regroupant les partis membres de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire est fixé au 26 janvier, demain samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et en prélude à ce premier congrès ordinaire du RHDP, les travaux ont démarré ce 25 janvier dès 9h au Palais des Sports de Treichville. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Bonne journée sur la chaîne Kirassa.